Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier pour votre participation à cet événement et remercier les entreprises qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant et en plus ont pris de leur temps pour témoigner aujourd'hui et vous présenter leur retour d'expérience. L'objectif de cette première partie était double. 1. Vous présenter la variété des modalités de collaboration de recherche avec nos centres de recherche et de formation. Et 2. Vous fournir un éclairage sur nos activités de recherche sous l'angle de la résolution de problématiques concrètes telles que vous les rencontrez. Nous espérons donc que cette première partie vous offre de nouvelles perspectives de collaboration pour développer vos produits, vos procédés, vos processus et votre organisation. N'hésitez donc pas à nous contacter, les chercheurs, ingénieurs, chargés de projets de partenariat, aujourd'hui ou à la suite de cette journée. Nous remercions également la région qui nous permet de continuer à nous développer et à vous soutenir dans votre recherche et votre développement. Pour la suite de cette journée, je vous propose dès maintenant de participer à notre deuxième partie. De jeunes entreprises, start-up à succès, nous font un retour d'expérience autour d'une table ronde sur leur expérience de recherche avec l'école et en quoi l'accompagnement de l'école leur a permis de se développer. Ensuite, l'école dispose aussi d'un incubateur technologique Deep Tech et une seconde table ronde sera orientée sur le retour d'expérience de ces incubés. Enfin, pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les financements orientés Deep Tech et orchestrés par BPI France, c'est-à-dire la Banque publique d'investissement, une masterclass est organisée pour clôturer la journée. Et sur ce, bonne séance. Merci Norbert Ferraud. Alors je crois que je dois appuyer. Autour de la table aujourd'hui, pas moins de 6 success stories que nous allons découvrir ensemble. Alors je vous les présente par ordre chronologique de création d'entreprise. Aurélien Caudet-Deboisse, fondateur et dirigeant de l'entreprise Iterop, au bout de l'échiquier. À ses côtés, Fabien Nazaret, fondateur et gérant d'Oroc. Puis Bruno Legrand, président de Sevastera, Alain Fontaine, cofondateur et directeur technique d'AICO, Hugo Roche, président de Hopper et Aurélien Mazzoni, dirigeant d'HUP. Je vous propose donc de partager leurs expériences et d'échanger tous ensemble via un QR code qui s'est affiché sur l'écran. Vous l'avez aussi en bout de table, vous pouvez le flasher pour poser vos questions, partager vos remarques, commentaires tout au long de la table ronde. J'en relayerai un maximum et on pourra bien sûr poursuivre la discussion après cette table ronde. Alors je vous propose d'abord de faire connaissance. On va commencer donc par les entreprises les plus anciennes et donc c'est vous, Aurélien Caudet-Deboisse, qui prenez la parole et le micro en premier. Vous avez fondé l'entreprise Iterop, que vous dirigez aujourd'hui, en tout cas une partie de l'activité, vous allez nous l'expliquer. Vous avez fait vos études à l'école des mines d'Albi, enchaîné sur une thèse au Centre Génie Industriel et créé Iterop dans la foulée. Quelle est l'activité d'Iterop ? Alors bonjour, donc en effet oui, je suis un pur produit Minalbi, école, thèse et après on continue à travailler avec les mines. Et donc l'activité d'Iterop, c'est on développe un logiciel pour les entreprises, pour la gestion de leur workflow. Un peu plus de détails sur ce logiciel? On m'a dit d'être court, mais c'est un logiciel qui permet en fait aux sociétés de définir un peu leur processus d'entreprise et puis de les faire vivre tout au long de leur existence. Notamment, si vous voulez poser des congés, potentiellement, vous allez pouvoir utiliser Iterop. C'est un exemple qui parle à tout le monde, la pose de congé, à tel point ça peut être une vraie course d'obstacles en fonction des entreprises. Donc, on essaie de simplifier un peu tout ça. En tout cas, un logiciel qui a séduit Dassault Systèmes, puisque vous avez été racheté en 2021, si je ne me trompe pas. Votre équipe aujourd'hui se compose de 17 personnes et cette même année, vous avez... Presque, mais je vous reprendrai après. Ok. Vous avez démarré un projet avec le Centre Génie Industriel baptisé Deep Turtle. C'est quoi ce projet ?
Oui, en effet. Alors du coup, je me permets juste de vous reprendre. Donc on est actuellement une trentaine chez Iterop. D'accord. On était 22 avant le rachat de Dassault Systèmes. On a rejoint le groupe Dassault Systèmes et maintenant on est une trentaine. Donc on continue à grossir. Et donc on a mis en place, en collaboration avec le Centre génie industriel de l'école, un laboratoire commun qui nous permet en fait de financer des thèses et des post-docs, enfin des ingénieurs de recherche aussi, pour faire de la recherche un peu moins appliquée que ce qu'on peut faire quand on a la tête dans le guidon, quand on est à la tête de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ce logiciel est différent de ceux qu'on trouve sur le marché? Parce qu'il est bien meilleur. Ce qu'on a voulu faire en sortie d'école, c'est on se rendait compte qu'il y avait des lourdeurs dans les entreprises. On est d'une génération un peu nouvelle. Enfin, maintenant, on n'est plus la dernière génération, mais on était d'une génération un peu nouvelle et on se disait qu'il fallait un peu simplifier tout ça. Et donc, on a décidé de faire en sorte que le système d'information soit un vrai support aux collaborateurs des entreprises, plutôt que d'être un gros poids, comme on a pu le connaître dans les années 90-2000. Merci pour cette première incursion dans votre activité. Je vous propose de passer le micro à votre voisin Fabien Nazaret. Auroch est né en 2007, si je ne fais pas d'erreur, une entreprise que vous avez cofondée avec votre collègue Olivier Barrault et qui aujourd'hui, elle, emploie 17 personnes. C'est un mot sur votre activité? Donc j'ai créé Auroch avec Olivier, après aussi cursus ingénieur et docteur. Et l'activité tourne tout autour du formage à chaud des titanes pour l'industrie aéronautique. Voilà. Et après, on a une partie d'ingénierie. J'ai fait cours comme Aurélien pour suivre la consigne. On a plusieurs presses de formage à chaud sur des pièces de petite et grande dimension qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m. On fait du formage à chaud et du formage super plastique, qui est un procédé de niche dans l'aéronautique. Et voilà, nos clients principaux, c'est Airbus et la sous-traitance d'Airbus. Aujourd'hui, c'est uniquement aéronautique comme, Oui, pour l'instant, on est 100% aéro, oui. Vous imaginez vous diversifier? Oui, on essaye, mais c'est long et c'est un procédé cher, donc il faut trouver d'autres niches. Il y en a qui apparaissent, mais bon, on a une petite structure, donc on ne peut pas non plus attaquer tous les fronts en même temps. Quels sont vos liens avec l'école? Alors, ils ont été nombreux et ils continuent d'être nombreux. On est passé par l'incubateur juste après la création de l'entreprise, enfin, juste avant et pendant la création. Et ensuite, il y a eu plusieurs projets de recherche. On a cofinancé des thèses également. On a accueilli des stagiaires. On a recruté des élèves des ingénieurs issus de l'école. Enfin voilà, ils sont multiples. On va y revenir en détail dans la deuxième partie de cette table ronde. Donc, dans l'ordre chronologique, c'est maintenant vers vous que je me tourne, Bruno Legrand. Vous présidez Sévastera, une entreprise que vous avez cofondée avec votre épouse. Incursion féminine dans ce panel très masculin, fondation en 2016. Et c'est une spin-off du laboratoire Pierre Fabre. Quelle est votre activité? Alors, juste, je vais faire comme mon collègue. On a été au départ une spin-off du laboratoire Pierre Fabre, mais depuis 2018, on vogue complètement de nos propres ailes. Donc, on est complètement indépendant. Parlez bien près du micro. Oui, pardon. Notre activité, on fait de la recherche pharmaceutique et donc purement de la R&D pour découvrir de nouveaux composés à but médical. On est focalisé sur les maladies inflammatoires de l'abdomen, les maladies intestinales et les maladies de la vessie. Et voilà, notre business model, c'est vraiment dans les phases early de développement, on fait de la valorisation de projets et qu'après, on commercialise un grand groupe pharmaceutique. Donc, on le voit, un logiciel, activité logicielle, activité de pièces aéronautiques. Là, on est dans la santé et dans la pharmacologie en particulier. Vous n'avez pas fait vos études, vous, à l'école des mines d'Albi, mais vous avez noué des relations avec le centre de recherche Rhapsody, via la plateforme de recherche Gala. Quel est l'objet de cette plateforme? Alors pour nous, c'était une très très belle découverte. Donc effectivement, nous, on est vraiment dans la pharmacologie, on fait du médicament, et une des difficultés du médicament, tout le monde pense que la difficulté du médicament, ça vient souvent de la toxicologie, de l'efficacité.
Mais en fait, le plus gros challenge, c'est la formulation, c'est-à-dire l'enrobage du composé, comment ce composé va pouvoir être distribué. Et on a trouvé, à travers de la plateforme Gala, un partenaire vraiment majeur qui nous aide à conceptualiser des prototypes qui pourront être administrables à l'homme. C'est déjà le cas d'un de vos produits? Alors, on a déjà un premier succès, où on est très très près d'administrer un patient, et on a un deuxième projet plus amont. Merci pour cette première présentation, Bruno Legrand. À vous le micro, Alain Fontaine, cofondateur et directeur technique d'AICO, une structure qui est née en 2019 après un an à l'incubateur de l'IMT. Alain Fontaine, qui est AICO et que propose l'entreprise? Bonjour, donc oui, nous on est 3 associés. AICO, c'est un projet industriel, on développe des composants pour des technologies hydrogène, principalement pour les piles à combustible. Et on a atterri à Albi pour une très forte raison. Ici, ils ont un gros cœur de compétences sur la mise en forme de matériaux composites. Et c'est ce qu'on cherchait pour faire nos composants en matériaux composites pour qu'ils soient robustes et durables dans le temps. Quelque chose à voir avec l'hydrogène aussi dans vos activités? Je l'ai dit, oui, donc les composants pour les piles à combustible, donc c'est un des composants majeurs, donc il y en a 2, hein. Donc, les plaques bipolaires, ce qu'on fait nous, les membranes, qui est le support du fonctionnement de la pile, qui est notre industrie. Voilà, donc nous on se concentre sur la plaque. Et vous travaillez avec la plateforme Mimosa de l'Institut Clément Ader. Quel est l'objet de ce partenariat? Alors, on a été hébergé à Mimosa dès qu'on arrivait à l'incubateur pour mettre en forme nos premiers composants, pour faire notre preuve de concept, valider la techno. Donc ça, c'était l'histoire à l'incubateur. Aujourd'hui, on est en collaboration de recherche et on a une TACIFRE avec l'Institut Clément Ader à Albi, et un sujet notamment très important pour nous, qui va nous apporter, je pense, des réponses pour préparer une nouvelle génération de composants. Et on y reviendra. Je vous propose de passer le micro à Hugo Roche, président de Hooper. Le projet Hooper, peut-être on dit, est né durant le cursus scolaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Exactement, bonjour à tous déjà. Donc Hooper, déjà pour vous dire un petit peu ce que c'est aujourd'hui, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui cherche à améliorer l'accessibilité au sport pour les personnes amputées des membres inférieurs. Et donc ce projet est donc né ici, grâce à certaines personnes qui sont dans cet amphithéâtre. En fait, c'était un projet étudiant au tout début, et c'est grâce à l'Institut Clément Ader, grâce au centre de recherche ici, qu'on a pu commencer notre projet. L'Institut Clément Ader nous a ouvert les portes en fait pour faire de premiers prototypes. Donc là, je parle d'un projet qui a commencé il y a 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, pour vous dire où on en est, on a eu la certification CE de notre premier produit. Donc voilà, on est arrivé à la fin d'une première boucle. On peut commencer à commercialiser notre produit. Donc des membres en titane? Non, pas en titane. En fait, c'est de la fibre de carbone qui est jetée par Airbus, qu'on remet en forme pour faire des prothèses plus accessibles. Et vous en avez déjà vendu quelques exemplaires? On a commencé les ventes. Là, on a une quinzaine de ventes sur le mois de septembre. Et l'objectif, c'est d'arriver à une vingtaine par mois jusqu'à la fin de l'année, et ensuite d'augmenter de façon assez conséquente pour aller toucher le marché européen et le marché international. Est-ce que vous êtes déjà en process d'industrialisation? Oui, le process d'industrialisation a de fait commencé il y a plusieurs mois pour pouvoir préparer justement cette commercialisation. Donc on a tout mis en place en France, à Nantes, là où la matière est récupérée, pour commencer à produire. Et donc ça fait plus de 6 mois qu'on a commencé l'industrialisation. Est-ce que vous saviez, quand vous avez lancé ce projet au moment de vos études, que vous seriez ensuite hébergé par l'incubateur et porté au sein de l'école? Je pense qu'on n'imagine jamais où est-ce qu'on peut aller. Ce qu'on a su dès le début, c'est qu'on a vu l'environnement dans lequel on évoluait, avec les gens qui étaient prêts à nous aider. Et de fil en aiguille, de plus en plus de personnes se sont liées à nous au sein de l'école, en dehors de l'école. Et on en est arrivé là où on en est aujourd'hui grâce à tout ça. Et pareil, on va y revenir. On termine ce tour de table avec vous, Aurélien Mazzoni.
à vous de prendre le micro. C'est quoi le projet HUP et où est-ce que vous en êtes de votre développement? Alors, le projet HUP, ça fonctionne. Pardon. Le projet HUP, l'objectif c'est de faire de la valorisation de cendres de biomasse. Donc c'est de récupérer les cendres dans les chaufferies collectives qui permettent de chauffer soit des réseaux de chaleur, soit de l'eau chaude sanitaire, et de récupérer les cendres de bois pour les valoriser sous différentes formes et avec différentes étapes. Voilà. Et après, donc, nous on est en création. L'entreprise a été créée en mars 2022. On est incubé à l'école des mines depuis un peu avant, au mois de janvier, puisque Laurent, le fondateur de l'entreprise, et c'est grâce à l'incubateur que je l'ai rencontré. Voilà, travaille sur le projet depuis quelques années et voilà, je l'ai rejoint sur ces aspects, notamment pour développer la partie recherche, pour trouver des voies de valorisation et définir un process industriel de valorisation fiable. Pour faire pour faire notamment de la lessive ou détergent à base de, en gros un mélange d'eau avec de la soude et de la potasse, et après valoriser la boue qui sort de ce process industriel pour différentes voies possibles, soit dans l'utiliser pour des liants pour le génie civil ou de l'amendement de sol pour l'écologie. D'accord, donc voilà. Plusieurs voies finalement de possibilités de revaloriser ces cendres que Tout à vous fait. récupérez. C'est lessive liquide? Oui, ça sera la consistance de l'eau, ça a la même fluidité que l'eau. Comment est-ce que vous imaginez la suite de l'aventure? Comment j'imagine la suite? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est dans plutôt les montages de projets, aussi bien recherche que financement. Voilà, le but c'est quand même de faire des usines, on va dire, au niveau à une échelle de département, puisque le but c'est quand même de faire de l'économie circulaire, de l'économie locale. Alors on va aussi bientôt intégrer le champ de l'ESS, puisque notre objectif c'est vraiment de valoriser un déchet aujourd'hui qui est jeté, qui est juste enfoui, et d'en faire d'un déchet une ressource, quoi, directement. Merci pour ce premier tour de table. Quand on a préparé ensemble ces échanges, vous avez tous eu le même mot pour qualifier les relations que vous aviez avec l'école, au moins l'un d'entre eux, qui était souple. Vous avez tous qualifié les partenariats que vous aviez pu nouer de souples. Est-ce que je peux vous demander aux uns et aux autres d'expliquer ce que ça signifie, cette souplesse? Fabien, Aurélien? On va parler de souplesse. C'est quelque chose qui est important quand on crée une entreprise. Un peu comme vient de le dire Aurélien, on n'a aucune idée d'où on va. En gros, si on a une visibilité sur un mois, c'est déjà beaucoup. Il y a toujours cette crainte quand on travaille avec un institutionnel, d'avoir des besoins, de s'engager sur plusieurs années ou de faire des contrats qui soient très longs et très compliqués. Et en tout cas, nous, pour Iterop, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour tous mes collègues, l'école a eu l'intelligence de dire écoutez, on verra au fur et à mesure, on avisera, allez-y, avancez, et puis on verra comment ça se passe, on pourra s'arranger. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment une valeur qui est immense pour un créateur d'entreprise, parce que chaque engagement pour un créateur d'entreprise, c'est un nouveau stress. Merci. Fabien Nazareth. Ouais, c'était la même chose pour moi. Alors je ne sais pas si c'était une volonté de souplesse ou c'est parce que l'incubateur était en train de naître et que du coup il était souple de fait. Nous c'était vraiment les tout débuts de l'incubateur et du coup oui, c'était extrêmement flexible et appréciable parce que comme disait Aurélien, la partie administrative était vraiment très légère et on pouvait justement orienter les appuis. Pour moi, c'était le centre matériaux en fonction vraiment de nos besoins et il n'y avait pas un cadre trop rigide. Donc ça, c'était super appréciable il y a 15 ans et je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas pour moi, ça l'était. Et pour vous, Bruno Legrand nous, ce qui était vraiment appréciable pour nous, c'est comme on fait du médicament, encore une fois, on a la surprise que nous réserve le vivant.
Et ce qu'on a énormément apprécié avec la plateforme Gala, c'est qu'ils nous ont dit on va s'adapter à mesure qu'on va amener des éléments, le vivant va répondre et nous on s'adaptera. Et ça a été vrai tout au long du projet, ce qui nous a amené à un succès dans un temps relativement intéressant pour nous. Avec finalement un service recherche et développement que vous externalisez et que vous confiez à l'école. Exactement. Et j'irai même plus loin, je peux partager ce point. Il y a un partage aussi de la propriété intellectuelle. Là aussi, c'est quelque chose qui a été extrêmement souple dans les interactions entre Sevastera et l'école des mines. De votre côté, Alain Fontaine, comment est-ce que vous qualifiez plus largement la qualité des relations que vous avez eues et avez avec l'école? Effectivement, souple, il y a aussi de la confiance. Nous, on est arrivé, on avait besoin de mettre en forme quelque chose. On ne savait pas trop quoi à l'époque. Donc déjà, on nous a un peu orienté comment commencer. On nous a structuré du côté de l'incubateur comment il faut penser comme un entrepreneur, en tout cas comment essayer de penser comme un entrepreneur quand on n'a jamais fait ça avant, ce qui n'est pas évident. Donc monter le projet et le projet, nous, fallait quand même mettre les mains un peu dans le cambouis et on ne pouvait pas le faire chez nous parce qu'il fallait des grosses machines, des gros moyens qui sont très coûteux, ils ne sont pas accessibles n'importe où. Et on a trouvé ça ici et ça a été relativement simple de travailler sur des outils industriels, on peut dire ça, des outils précis qui nous ont permis de mettre en place, nous, nos premières briques, vérifier, valider et voilà, tout simplement en fait. Donc on faisait des demandes, ce qui était possible, on se mettait d'accord avec l'Institut Clément Ader, avec les mines d'Albi, avec l'incubateur, enfin tout le monde, le réseau. Et puis voilà, on faisait et on a avancé grâce à ça. Et de votre côté, Hugo Roche, est-ce que c'est différent finalement d'être étudiant à l'école, de porter un projet et ensuite d'être au sein de l'incubateur? Comment est-ce que ça évolue? Alors déjà, pour répondre aux plus anciens qui sont ici, je pense que ça n'a pas changé. Les personnes qui sont à l'incubateur sont toujours autant à l'écoute et ils nous conseillent toujours aussi bien. Nous, il y a vraiment deux choses qu'on a remarquées et qu'on remarque au quotidien. Déjà, c'est la souplesse au niveau d'un incubateur qui a des process, mais des process qui permettent de nous suivre et d'avoir cette flexibilité dans l'accompagnement. C'est le but de l'incubateur. Ensuite, quand on a commencé le projet, on était en projet étudiant, on était bloqué dans notre projet normalement pour fabriquer un prototype. Et c'est ici qu'on a eu la souplesse, entre guillemets, alors que des process n'existaient pas, de travailler à l'ICA alors que les portes étaient censées être fermées, et des personnes nous ont ouvert les portes de l'ICA pour commencer à créer des choses. Et ce qu'on s'est rendu compte dans cette école, c'est que même si des process n'existent pas, les personnes qui y sont ont la volonté de faire changer les choses et de faire bouger les choses. Donc on fait évoluer exactement, la structure exactement. En même temps que le projet. Tout à fait. Qu'il y ait des process ou non. Et de votre côté, Aurélien Mazzoni, il y a un certain nombre de liens avec l'école, toujours, pas que dans l'activité HUP. C'est ça, alors moi c'est particulier parce que je suis à mi-temps à l'école dans les labos ICA Albi, c'est pour ça que je fais une partie de ceux qui sont assis à droite. Je ne sais pas si ça a un peu travaillé avec eux qui m'a donné envie de passer le pas, et c'est aussi en connaissant l'incubateur que j'ai rencontré mon associé actuel. Toujours est-il qu'en effet il y a une souplesse parce que en fait selon les profils des personnes, il y a du conseil qui est vraiment adapté aux personnes qui rencontrent. Clairement, voilà, si on veut intégrer un autre incubateur ou rencontrer des gens pour par exemple l'économie sociale et solidaire, ils savent vers qui nous orienter. Donc voilà, et puis après sans parler du service de la DRI aussi qui est plutôt souple sur le montage de dossiers, qui des fois aide bien. Voilà. Alors, gardez le micro et puis on verra s'il y a des questions qui arrivent déjà. Est-ce que le fait d'avoir un lien avec l'école dans le développement des structures que chacun vous dirigez a été aidant, et comment? Je pense notamment aux aspects financiers, aux demandes de subventions, aux levées de fonds, ou même à la valorisation des entreprises et rachats. Est-ce que le lien avec l'école des mines d'Albi vous donne un plus vis-à-vis de l'écosystème
financiers et autres. Alors moi, ce qui m'aide, c'est que je sais qui aller voir du premier, voilà, je sais qui appeler plus facilement. Peut-être que Alain, quand il est arrivé, ou voilà, où je l'ai aidé alors, à s'orienter vers les bonnes personnes, peut-être au début. Mais voilà, après, en effet, enfin, là, je voulais plutôt laisser les autres répondre. Mais voilà, moi, c'est plus facile pour moi, en effet, de m'orienter vers les bonnes personnes en fonction des besoins qu'on peut avoir. Pour notre cas, du coup, je dirais même que c'est une condition nécessaire dans certains cas. Pour les financements, il y a des financements de la région qui sont octroyés que si on est suivi par un incubateur. Et c'est là qu'on a ce besoin. Et nous, ça nous a servi énormément dans la première phase de notre projet. Dans l'écosystème tarnais aussi, vous avez trouvé des ressources? Dans l'écosystème tarnais, pour ne pas les citer, il y a Initiative Tarn, par exemple, Créalia au niveau de la région, et aussi la région Occitanie elle-même qui finance, dans le cadre du lancement des projets, ce qu'on appelle le Start-up Projet, Start-up Process. Donc plein de choses qui sont mises en place pour aider les entreprises, et cela passe par les incubateurs et des personnes qui nous suivent, qui nous aident à monter les dossiers, qui poussent les dossiers avec les bonnes personnes. Je pousse la question un petit peu plus loin. Qu'est-ce que cet incubateur a de différent des autres incubateurs qu'on peut trouver dans la région? Une question compliquée, on n'a pas changé d'incubateur, on devrait aller voir chez les autres peut-être pour voir ce qui s'y fait. Non, je vais peut-être laisser les autres parler, peut-être qu'il y a peut-être plus d'expérience sur d'autres incubateurs. Ah non, moi je sais pas du tout. Non, je sais pas ce qu'offrent les autres, donc là-dessus je peux pas faire de comparatif. Moi j'aurais juste... Décrire vos relations avec les incubateurs, puisque 4 d'entre vous ont des projets qui ont été incubés au sein de l'école. Moi j'aurais juste un élément de comparaison, c'est que pour avoir discuté avec pas mal de sociétés nous on a créé notre entreprise à Toulouse, désolé, et donc avec pas mal de sociétés qui ont été incubées par des écoles toulousaines. On revient sur le coup de la souplesse. Il y a pas mal d'écoles qui sont quand même assez possessives vis-à-vis de leurs incubés, ce qui n'est pas le cas des mines d'Albi. Et ça, c'est quelque chose vraiment en plus. Autant le dire franchement, il y a très souvent des histoires de royalties ou de contrats ou de choses comme ça qui viennent un peu bloquer des gens qui vont être incubés dans des écoles. Et à ma connaissance, une fois de plus, j'ai créé il y a pas mal de temps maintenant, mais à l'époque en tout cas, on faisait ce qu'on voulait et on n'avait pas d'histoire de royalties ou de choses d'argent à reverser ou de parts qui appartenaient à l'incubateur. Ce qui peut être le cas d'autres écoles. Et je me permets, et je vois que, mais juste pour finir sur l'aspect mine Albi, l'incubateur, qu'est-ce que ça apporte? Nous, on a fini par ne plus se rendre compte, mais quand on dit qu'on vient d'un incubateur d'une école qui est quand même relativement prestigieuse comme les mines d'Albi, en fait, les portes s'ouvrent beaucoup plus rapidement. On s'en rend compte au début parce qu'on a sa petite fierté de créateur d'entreprise. Au bout d'un moment, on finit par l'oublier parce que c'est devenu une habitude. Mais c'est vraiment quelque chose où on arrive à accrocher l'attention relativement plus facilement quand on vient d'un incubateur et quand on vient d'une école prestigieuse comme les mines d'Albi. Un complément à la Fontaine? Oui, en complément, nous on a cherché à être incubés parce qu'il nous fallait des moyens pour se structurer. À l'époque, je pense que uniquement les mines d'Albi étaient capables de nous accepter un projet naissant industriel, beaucoup de techno, très loin du marché. Ça leur a pas fait peur. On a été voir d'autres à Toulouse. On nous ont dit de revenir dans 3 ans. Voilà, donc à Albi, on n'a pas eu ce discours. Donc le fait de prendre un projet très précocement, c'est possible ici, alors que parfois, ça l'est moins. Ils nous ont pris en tout cas. Avec les laboratoires de recherche moi, je vais recouper ce qui a été dit avant. Nous, on n'est pas concerné par la partie incubation, mais par contre, en termes de financement, on a un modèle économique qui fait qu'on fait beaucoup de cash burning. On passe des années à ne faire que brûler de l'argent, donc il faut qu'on en trouve. Donc mon épouse passe beaucoup de temps à faire ça. Et le fait avoir des partenariats région,
Nous, on a beaucoup de partenariats sur la partie hospitalière sur Toulouse, mais d'avoir le partenariat avec Gala, ça fait une team un consortium régional. Et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir beaucoup de succès en termes de subventions, en termes de financement. On a un fonds d'amorçage régional qui nous suit et qui était très challenging sur ce fait-là, que ce soit vraiment région. Quelqu'un souhaite compléter sur cette question-là? Un dernier point sur l'incubateur. Nous, on a un exemple qui est encore différent par rapport à ce qui a été fait, c'est qu'on était encore étudiants et encore en école quand on a créé l'entreprise. Donc les personnes qui nous suivent à l'incubateur ont été nos professeurs et ils nous ont vus évoluer depuis le début. Donc en fait, ça a créé un lien et puis il y a cette bienveillance à l'école qui est quand même assez incroyable. Et en fait, au final, on travaille plus dans une petite famille que dans un incubateur où il n'y a à aucun moment une idée de... il n'y a pas des questions de royalties. Enfin, dès le début, tout est basé sur des bases qui sont très saines et qui font que tout se développe sans confiance, a dit Aurélien tout à l'heure, mais c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées de notre public, et notamment, alors je prends la première, quelle est la place de la recherche dans le développement de votre entreprise? Donc, vous nous en avez un peu parlé, Bruno Legrand, du fait que ça soit finalement un service R&D externalisé au sein de l'école. Pour les autres, Fabien Nazaret, comment ça se passe? Alors, pour ma part, déjà, l'entreprise a été créée sur la base d'un brevet que j'avais déposé en dernière année de thèse. Donc, en étant salarié de l'école à l'époque. Donc ça s'est vraiment basé sur la recherche, la création d'entreprise. Et ensuite, on a continué, vu qu'on était 2 docteurs créateurs, on a continué de faire vivre de l'innovation autour de notre produit de base, puis des produits ensuite qui ont complété la gamme. Et en fait, la recherche fait toujours partie de l'ADN de l'entreprise. On y consacre toujours une part importante. Et ce qui a également permis de continuer les liens avec l'école et avec le centre de recherche matériaux où, depuis 15 ans, en fait, on va de projet en projet sur différentes thématiques. Mais la recherche fait vraiment partie de l'entreprise et a permis de conserver le lien avec l'école. D'accord. Donc finalement, vous menez la recherche à la fois au sein de l'entreprise et avec le laboratoire. Voilà, c'est ça. Oui, on est 17, mais sur les 17, il y a 8 docteurs ingénieurs, donc on est capable de faire la recherche en interne. On n'a pas forcément, par contre, des moyens d'essai, on n'a pas beaucoup de matériel. Donc, et sur certaines thématiques très particulières, on a besoin du support des universitaires. Voilà. Merci. De votre côté, Aurélien, Mazzoni. Ouais. Non, alors nous, clairement, sans la recherche qu'on va mener à Rhapsody et qui a été menée, clairement, on ne peut pas arriver à faire le process industriel derrière de valorisation et de fabrication à grand volume de la lessive notamment. Voilà. Et pour être capable de vraiment analyser, identifier l'origine des cendres au départ. Voilà. Et même après, une fois qu'on a lessivé, savoir ce qu'on va faire après derrière, c'est aussi, il y a beaucoup d'analyses derrière que nous on peut pas mener en tant que start-up, et c'est des équipements de laboratoire qui sont coûteux de toute façon. Donc voilà. C'est ce que j'allais vous poser comme question aux uns et aux autres. L'accès à ces équipements, est-ce que c'est aujourd'hui fondamental dans vos recherches? Oui. Là, nous, on est obligé de passer par ça pour faire, on va dire, pour arriver à faire un process industriel qui tient la route. Les uns les autres, Aurélien Godet. Sur la place de la recherche, nous on a fait un constat d'échec, c'est qu'à partir du moment où on est deux fondateurs, docteurs de l'école, donc on voulait faire plein de recherches, et en fait à partir du moment où on a créé l'entreprise, on a arrêté de faire de la recherche. Parce qu'en fait il faut vendre, il faut faire de l'argent, et donc il faut livrer des produits à des clients qui n'en ont rien à faire de la recherche. Et donc ce constat d'échec, on l'a fait un peu tardivement parce qu'on a eu le temps de recruter 6 ou 7 docteurs dans l'entreprise avant de se rendre compte qu'on n'en faisait pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé en collaboration avec le CGI de l'école un labo commun, parce qu'on s'est dit en fait on ne sait pas faire, on ne sait plus faire de recherche dans l'entreprise parce qu'on a autre chose à faire. Faut le dire. Et donc, laissons ça à ceux qui savent le faire et qui sont payés pour faire ça. Et donc, la recherche, nous, on l'a entièrement externalisée pour le coup. Alain Fontaine. Dans notre cas, donc c'est vraiment des nouvelles technologies. Donc l'hydrogène, les piles à combustible, c'est un sujet qui date de 20 ou 30 ans, peut-être même plus, mais
les applications ne sont pas encore là. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre domaine, en particulier sur les matériaux. Nous, on continue à beaucoup échanger avec l'ICA. Hein. Comme je l'ai déjà dit, on a une thèse CIFRE avec un sujet qui est très très important pour nous. On a d'autres sujets qui vont sûrement apparaître très très bientôt. On continue à échanger pour faire des prestations, dans le cadre de la collaboration de recherche, des prestations, des caractérisations tout simplement, parce qu'il y a cette compétence ici, il y a les moyens ici, et c'est pas évident de trouver tout ça ailleurs, à Toulouse, même à Toulouse, hein, c'est pas forcément évident. Donc on sait qu'on peut faire ce genre de choses ici et ça se passe très bien. Donc on va continuer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc pour rebondir avec ce qu'a dit Aurélien, je pense que c'est peut-être un peu du fait de notre sujet sur l'hydrogène. Nous, on a clairement dit qu'il fallait décorréler les trucs. Il y en a qui vont mettre le turbo pour industrialiser. Et derrière, on garde quand même une vitesse un peu adaptée à la recherche, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être un produit viable, mais on sait que dans 5 ans, il faut faire mieux pour vraiment rentrer dans les applications, pour convaincre les futurs clients et avoir un produit qui a un impact aussi viable écologiquement pour les futures applications énergétiques basées sur l'hydrogène. Est-ce que ce que vous dites, c'est que ça vous laisse le temps On prend le temps de le faire. On prend le temps. Nous, c'est un projet industriel à l'AICO, financé d'abord sur un projet de recherche. Donc on a écrit un dossier de recherche financé par l'ADEME. Donc il y a la thèse, il y a d'autres sujets là-dedans. La recherche industrielle aussi, donc c'est de la recherche aussi industrielle, pour arriver à faire les composants de la meilleure façon, pour les faire en assez grande quantité. Donc c'est un projet de recherche. Demain, l'année prochaine, en fait, l'industrie va se déployer, mais on écrit la suite de l'épisode de la recherche. On sait ce qu'on va faire, maintenant il faut l'écrire. Je pense qu'il y aura toujours l'IMT dans le paysage. Les uns les autres, un complément ? J'ai envie de pousser la question encore un petit peu plus loin sur les liens que vous avez avec les enseignants-chercheurs de l'école, au-delà des laboratoires. Comment est-ce que ça se passe ? Et quels appuis ils vous apportent ? Qui souhaite prendre le micro ? C'est le jeune qui commence à répondre alors. Hugo, je vous laisse démarrer, puis Alain, puis Fabien. Alors, je ne vais pas parler pour les autres, mais je pense qu'on est encore un petit peu différent par rapport à ce qui se faisait avant nous. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le projet étudiant, on a été amené à parler directement avec un enseignant-chercheur qui a voulu nous aider dans le projet. Et ensuite, l'enseignant-chercheur est venu en support sur notre incubation. Donc ça a été dès le début en fait une relation qui s'est créée et qui se poursuit et qui nous suit dans tout notre développement. Vous imaginez déjà d'autres développements ? On est déjà en train de réfléchir à la suite et heureusement, aujourd'hui on est obligé, si on veut avoir cette vision d'aider un maximum de personnes pour retrouver de l'autonomie, on doit travailler à l'innovation et à la recherche. Donc c'est là que le centre de recherche va devenir très très important pour nous dans les prochains mois. Pour l'instant on était un peu en stand-by les derniers mois pour travailler sur la commercialisation. Aurélien a traversé cette phase, il y a un moment on a une techno, il faut la vendre pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là on est en train de vendre et d'ici le début d'année prochaine, promis Quentin, on recommence les choses sérieuses. J'ai vu passer une question d'ailleurs en lien avec le Covid et peut-être que est-ce que ça a été une période où tout s'est arrêté ou est-ce que vous avez pu continuer à travailler à vos projets de recherche ? Alors nous on était encore incubés, tout s'est arrêté pour les mines mais pas pour nous. Donc merci d'ailleurs à l'IMT de nous avoir maintenu les accès dans un espace dément pour quelques personnes à l'époque. Donc on a eu la possibilité de garder accès à des salles qui étaient à côté de l'incubateur à l'époque, des salles de TP. Donc on a déménagé nos moyens, tout simplement, on s'est installé provisoirement là. Et on avait l'autorisation, en respectant les règles évidemment, de pouvoir continuer à travailler. Au début, progressivement, quelques jours. Puis finalement, on a pu revenir quasiment tous les jours et ça s'est fait assez facilement.
Merci. Je reviens sur la question des liens avec les enseignants-chercheurs, avec vous, Fabien, pour au ROC. Vu qu'on a des projets de recherche, on continue, mais on a des liens continus avec les enseignants-chercheurs, en tout cas pour le labo matériaux pour ma part. Donc oui, il y a toujours des liens selon les thématiques, puis on se connaît depuis très longtemps en fait. Donc de ce côté-là, c'est facilité. Et puis on peut toujours faire appel à certaines spécialités selon les demandes des clients. Et après, du coup, pour ma part, pour le Covid, nous, on travaille 100% aéronautique, donc le Covid, ça a été un peu compliqué, avec un arrêt total. Et la seule chose qui a continué, c'est la partie ingénierie et du coup la recherche, parce que on a pu continuer les recherches qu'on faisait en interne et également collaboratives pendant cette période-là. Ce qui a permis quand même de garder une activité au sein de l'entreprise, puisque l'autre, plus commercial, était à l'arrêt complet. Merci. De votre côté, Bruno Legrand, quel lien avec les enseignants-chercheurs aujourd'hui, est-ce que vous en avez? Nous, de toute façon, c'est l'apport en expertise de recherche. Parce que nous, c'est un métier qu'on ne connaît pas du tout, avec lequel on cohabite, mais on n'a pas du tout cette expertise-là. Donc, clairement, c'est eux qui nous l'amènent. Un complément? Alors, Aurélien, puis Alain. Moi, je dirais que les liens avec les enseignants-chercheurs, ils sont... pour nous, en fait, on a plus de liens avec les enseignants-chercheurs qu'avec l'école. Les enseignants-chercheurs avec lesquels on travaille actuellement, imaginons, je ne le souhaite pas, mais s'ils partaient de l'école, on n'aurait plus beaucoup de liens avec l'école, il faut être honnête. Cet accompagnement, cette confiance qui s'est créée au fil de l'année, enfin je veux dire les enseignants-chercheurs avec lesquels on travaille maintenant, il y a 15 ans, c'était nos profs, il y a 12 ans, c'était nos encadrants de thèse, et puis voilà, ça a été des gens avec lesquels on a travaillé au quotidien. Donc c'est des liens qui sont extrêmement forts dans le sens où c'est grâce à eux qu'il existe cette collaboration avec l'école. Grâce à eux qu'existent ces laboratoires aussi? Bien sûr. Oui. Nous, on n'aurait pas fait ça de nous-mêmes. Hein. C'est eux qui nous ont expliqué à quel point ça pouvait être intéressant, financièrement et en termes d'apport scientifique. Alain Fontaine, oui, pour compléter, c'est vrai que l'arrivée dans l'incubateur, c'est aussi c'est l'incubateur d'un côté, mais c'est aussi le support, l'expertise d'un enseignant-chercheur d'une des plateformes technologiques de l'IMT Minalbi. Effectivement, du coup, il y a le réseau côté incubateur, mais il y a aussi le réseau côté R&D technique. Et il y a même des synergies aujourd'hui. Nous, on continue à travailler, on a un sujet on a un doctorant, on a des caractérisations, on développe des outillages. Et dans l'autre sens, il y a un doctorant récemment qui est passé chez nous pour faire une mesure sur un de nos bancs qu'on a monté ici, et qui est très content. Moi, je suis content aussi pour lui. Il a pu faire sa mesure sur un de nos moyens. Les sujets, on sent que, je ne sais pas si c'est l'hydrogène, mais il y a beaucoup de synergie qu'on voit entre nous, la partie utilisation de l'hydrogène, et les sujets ici, stockage d'hydrogène. Il y a beaucoup d'échanges, il y a les réseaux qui s'intermêlent aussi. Donc ça dépasse la recherche, c'est aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, peut-être plus tard, pour finir là-dessus. Voilà. Merci. Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'aussi sur l'intérêt quand on est au début d'un projet, c'est que ça permet des fois de mieux structurer des fois le projet de recherche, ou des fois de faire un tri assez rapide avec des gens du domaine qui ont des connaissances qui du coup savent orienter très vite vers les bonnes solutions ou les bonnes idées. Ce qu'on se disait, un travail de recherche finalement aussi commun et partagé. Il y a une question qui est posée sur les propositions de création de laboratoires de recherche. Est-ce qu'on peut proposer à l'école la création d'un labo de recherche? Est-ce que ça vous est venu à vous, à l'idée? Est-ce que ça vous paraît possible? Et est-ce que finalement vous avez aussi orienté le travail des labos avec vos activités? Bon, alors créer un labo, non, mais après orienter les activités, en fait, on a été à l'origine de montage de projets collaboratifs, et du coup ça a permis de continuer une thématique de recherche qui était déjà présente dans le laboratoire.
Mais oui, le fait qu'on s'adresse à l'école préférentiellement pour travailler sur ces projets-là, ça a permis de développer des compétences autour de nos activités. Oui. Et la création de laboratoires communs. Aurélien ? Je ne saurais pas dire si on peut être à l'initiative de créer un laboratoire commun. Ça ne me serait jamais venu à l'idée parce que je ne connaissais pas. J'imagine qu'on peut, enfin je ne sais pas, mais je ne sais pas si on peut, je pense, j'espère. Autre chose sur cette question-là? Je prends la suivante. À quel moment pouvons-nous prendre contact avec l'incubateur, que nous soyons étudiants ou porteurs de projets extérieurs? Est-ce qu'il y a un niveau de maturité pour présenter son projet? On a commencé un petit peu à en parler avec vous, Hugo Roche. Ouais, j'ai une petite histoire qui veut tout dire. Hein. En arrivant en deuxième année d'école d'ingénieur, on ne connaît strictement rien au monde réel, en fait. Au monde réel. Et quand on se présente à l'incubateur devant monsieur Philippe Farinck, le directeur de l'incubateur, avec ses 3 petits chiffres sur un côté de la table, et qui se met à vous rire au nez devant, on se dit « Ah, bon ». Mais c'est toujours avec bienveillance. Et c'est ça qui est très fort, c'est que dès le début, on comprend qu'il y a quelqu'un en face de nous qui, peu importe la maturité qu'on a derrière, va nous aider à progresser. Et c'est ça qui a été incroyable. Donc, pour répondre à votre question, non. Peu importe le niveau, de toute façon, il va y avoir quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va vous aider à développer votre idée et qui va vous aider à le structurer. Donc, pas de question à se poser. Donc, l'idée d'un projet et on structure ensuite. Pour ceux qui ont été incubés, finalement, le lien, il s'est fait assez naturellement. Oui, pour ma part, il s'est fait naturellement parce que j'ai pensé au projet de création en deuxième année de thèse. Les clients potentiels étaient les gens qui finançaient la thèse, donc des donneurs d'ordre qui finançaient la thèse. Et du coup, voilà, on a pu naturellement se tourner vers l'incubateur pour commencer à monter la structure. Et voilà, donc tout ça s'est fait naturellement et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un degré de maturité particulier. Ce qui est difficile tout le temps, c'est d'avoir une idée. Hein. Après, on arrive à progresser. Un complément ? Juste, ce serait assez étonnant d'avoir besoin d'un niveau de maturité fort pour aller dans un incubateur. Le principe étant même qu'on n'est pas sur un degré de maturité fort. Donc il faut y aller le plus tôt possible. Alors néanmoins, ce que disait Alain Fontaine tout à l'heure, c'est que c'est quand même un risque pour un incubateur de choisir un projet et qu'on n'est pas forcément aussi peu mature. Parfois, ça demande un certain degré de maturité, ce qui ne semble pas être le cas au sein de l'école. L'idée et la bonne idée va bien. Et je ne sais pas si la question suivante sur les incubateurs vous est posée à vous, mais qui choisit les projets incubés? Ou en tout cas, quel sentiment vous avez eu sur ces choix de projets? Et puis on pourra laisser la parole à monsieur Farinck qui est en effet présent. Alors je pourrais répondre, mais je ne sais pas si je vais dire une bonne réponse, mais il y a pas. Est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises? Je ne sais pas. Non, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un projet pour intégrer l'incubateur. Il faut forcément qu'il y ait un lien avec les labos de recherche et un projet de recherche pour lever des verrous technologiques. On ne peut pas arriver sans avoir besoin du support de l'incubateur et des labos de recherche pour ne pas lever de verrous technologiques, quoi. Et derrière, il y a cet objectif de lever. Je crois que j'ai tout dit. Oui, de recherche. Voilà, oui, recherche. La question connexe, c'est, vous en avez peut-être un petit peu parlé, je terminerai là sur les incubateurs. Peut-on passer par l'incubateur sans avoir fait ses études à l'école? Ah ben bien sûr. Je suis le vilain petit canard de la scène aujourd'hui. Non, je rigole. Non, effectivement, aucun des fondateurs d'AICO n'a un passé avec l'IMT national, en tout cas. Enfin, on a fait un cursus complètement différent. On a eu notre carrière de jeune ingénieur ou de jeune chercheur en dehors de l'IMT et on est arrivé, non, on n'avait aucun lien avec l'IMT. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Oui, Laurent, le fondateur du coup d'HUP, mon associé, n'est pas du tout, n'a rien fait avec l'école des mines. Il vient de l'INSA, il a travaillé dans l'aéronautique. Enfin, du coup, c'est
vraiment un domaine complètement différent. Et c'est voilà, c'est les connaissances, les rencontres qui font que voilà, il a eu besoin de lever les verrous technologiques et qu'on l'a orienté vers l'incubateur. Et moi, c'est par le biais de l'incubateur du coup que je l'ai rencontré, mais voilà. Peut-être question pour vous, Bruno Legrand. Comment finalement avez-vous eu l'idée de prendre contact avec les laboratoires de recherche de l'école des mines d'Albi? Tout simplement, donc nous on est basé à Castres, notre siège est à Castres, et donc on est dans l'écosystème, la plateforme Gala est dans l'écosystème, donc on est rentré en contact directement. Et je dirais ça a été aussi une discussion de proximité, mais surtout d'expertise, parce qu'on cherchait vraiment une technologie bien particulière de vectorisation, et la plateforme avait cette expertise-là, et donc on est venu spontanément vers eux. Merci. Il y a une question qui dit: qu'est-ce qui manque à l'école pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise? Est-ce qu'il y a des choses que dont vous auriez eu ou vous auriez besoin qui pourraient être aujourd'hui confiées à l'école? Aurélien? Il y a une chose, mais qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a dit avant par rapport à la souplesse. Ce serait une sorte de label. C'est-à-dire que certes, on a un incubateur, mais être à l'incubateur, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, ça veut dire que Philippe a décidé qu'on avait le droit d'y rentrer. Enfin, Philippe et j'imagine une commission. Mais on nous a souvent demandé, montrez-nous un truc, un certificat, une étiquette, voilà, comme on met sur le rôti de porc, pareil sur nous, un label incubé par l'école des mines d'Albi. Ça pourrait aider, surtout en phase d'early stage, où on a besoin de cette crédibilité. Ça pourrait aider, peut-être. Label incubateur école des mines. Oui, ça coûte pas grand-chose. Peut-être qu'il existe d'ailleurs. Voilà, un tatouage, c'est bien. Qui permet en fait d'aller voir. On a souvent besoin de reconnaissance quand on crée une entreprise, parce qu'on est souvent jeune, on est souvent inexpérimenté. Donc dire, regardez, l'école des mines, c'est quelque chose de sérieux et ils nous soutiennent. Ça peut avoir un peu de sens. Merci. Alain Fontaine. Je peux rapidement rebondir, mais je pense que ça a un peu évolué positivement dans ce sens-là, parce qu'il me semble que les partenaires financiers locaux, genre Initiative et Créalia, ont reconnu l'incubateur dans le réseau d'incubateurs, ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. Nous, c'était en train de passer. Ouais, sur du local. Oui. Assez rapidement, on se retrouve à Paris quand on cherche des fonds, et assez rapidement, quand on est à Paris, si on n'a pas une étiquette IMT, voilà, qui a du sens, ça aide. Ça aiderait pour les levées de fonds, en l'occurrence. D'autres suggestions? Non, vous êtes pleinement satisfait des collaborations et de ce qui se crée. Je vais prendre... Quels ont été les points les plus difficiles de vos success stories? À quel moment est-ce que ça a été compliqué de passer des étapes? Hugo Roche. Parler de success story, déjà, je trouve que c'est encore trop tôt pour parler de success story. Mais pour l'instant, vos aventures entrepreneuriales. Ouais, pour l'aventure. Pour l'instant, tout a été assez limpide, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui. Et on arrive justement maintenant dans la phase qui est critique. C'est que justement, on est un incubateur technologique, donc on a une formation aussi d'ingénieur. Souvent, la plupart, on a des formations techniques. Donc on est habitué à la technique, on se focalise beaucoup sur le produit, et quand il s'agit de le vendre, ça devient une paire de manches. Et donc en fait, c'est souvent, je pense, à ce moment-là qu'on a tous rencontré ces problèmes-là, et nous, on le rencontre aujourd'hui. Voilà. Donc après, avec les expériences que nous donnent certaines personnes autour de nous, on va s'en sortir, bien évidemment. Mais je pense que c'est le point le plus critique. Commercialisation, exactement. La phase aval, finalement, et le métier pour lequel vous n'avez pas été forcément formé. Exactement.
Bruno Legrand, je vous ai vu saisir le micro. Beaucoup de difficultés dans la vie d'un médicament, enfin au développement d'un médicament, c'est extrêmement long, extrêmement compliqué, beaucoup d'étapes à franchir, mais je dirais, hormis les étapes de développement R&D avec lesquelles j'étais familier par mon passé, la plus grosse difficulté quand on est en biotech, c'est la course à l'argent. On est sur des montants d'investissement qui sont énormes, avec des retours sur investissement qui sont très lointains et très hypothétiques. Donc il faut courir les fonds d'investissement, les différents supports et essayer de les convaincre sur des paris à long terme. Ça, c'est la difficulté la plus importante quand on vient sur la biotech. La deuxième difficulté, qui n'est pas la moindre, c'est la propriété intellectuelle et pouvoir défendre sa propriété intellectuelle là aussi sur un schéma à très long terme, puisqu'on va prendre des brevets à l'instant T, mais on va commencer à commercialiser dans 9-10 ans. Donc il faut avoir une propriété intellectuelle qui soit forte dans une fenêtre entre 10 et 20 ans. Donc, et ça, il faut arriver à l'avoir et il faut aussi arriver à convaincre aux interlocuteurs qu'elle sera réellement forte. Donc, double difficulté. Fabien Nazaret, je vous ai vu prendre le micro. Pour ma part, c'est très propre, je pense, à chaque domaine. Hein, mais nous qui sommes dans l'aéronautique, la difficulté, c'est de partir de rien et d'avoir la confiance de donneurs d'ordre pour trouver des clients. Parce qu'on est de petite taille, avec des fonds financiers faibles, enfin pour Airbus en tout cas. Et du coup, gagner leur confiance, c'est vraiment très compliqué. Et je pense pas que l'incubateur puisse aider en quoi que ce soit, ou l'école. Ce que je vois après ces années, c'est que la partie recherche, c'est très bénéfique pour être identifié par les donneurs d'ordre. Au ROC, on est 17, on est connu chez Safran, chez Airbus, chez Boeing, chez plein de grands groupes, Air Liquide, enfin voilà. Mais par contre, leur faire passer le cap à vraiment nous mettre de la charge de manière récurrente et prouver qu'on est un bon industriel et bon gestionnaire, c'est compliqué. Moi, j'ai longtemps eu l'image du super bon chercheur qui a des bonnes idées, mais la gestion, bon, on ne sait pas trop. Alors maintenant, ça fait 15 ans, donc il commence à penser que c'est vrai, que je sais faire, mais c'est vraiment long. Et je suis encore dans cette phase-là, en fait. Aurélien Codé ? Oui, je rejoins à peu près ce que vient de dire Fabien. La difficulté, en tout cas dans l'entrepreneuriat, tel que je l'ai vécu et tel que je peux le voir dans d'autres entreprises qui se créent, elle se situe très souvent là où extérieurement c'est les victoires. C'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire que c'est les premières phases de commercialisation. Ça y est, on a mis en place nos premiers prototypes, notre premier logiciel pour mon cas, mais ça peut être des prototypes, ça peut être les premières ventes. Et puis maintenant, il faut commencer à vraiment aller voir du client de manière industrielle, parce que c'est bien gentil de ne pas se payer et d'être dans un garage, mais il y a un moment où il va falloir qu'on se verse un salaire et qu'on embauche du monde. Et après, c'est une fois qu'on a commencé à avoir quelques clients dans un domaine local où on a prouvé qu'on était capable de commercialiser, c'est attaquer un marché qui soit français où montrer la scalabilité. Et à chaque fois, en fait, la grosse difficulté là-dedans, c'est que extérieurement, on est en pleine croissance, on est en pleine explosion, on a fait le proto où on a démontré qu'on marchait. Et en fait, il se trouve que intérieurement, on est en pleine révolution. Au sein de l'entreprise, parce que on doit lancer les premières embauches, on doit aller chercher des fonds, on doit commencer à aller embaucher à des endroits qui ne sont pas là où on a créé l'entreprise. Et la dernière difficulté qu'on a croisée, qui a été, je pense, la plus grande, ça a été la vente de la société, où il faut aussi savoir, et quand on crée une entreprise, pour une partie d'entre nous, c'est pour finir par la vendre, il faut aussi savoir vendre son bébé, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident et qui peut laisser quelques stigmates. Côté technique, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Prenons par exemple le projet HUP. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des questions techniques qui sont compliquées à gérer? Alors des questions techniques, non, c'est plutôt des questions, des réponses de labo vraiment. Question technique en termes de réalisation, non, c'est plutôt sur les aspects, sur la finalité, de la valorisation en termes de matière derrière, qui va être plus compliqué, mais après en termes techniques, c'est vraiment, nous ça reste vraiment de la demande d'analyse. Et après, voilà, vu que Laurent il a un profil de design,
de mécaniciens, voilà, ces aspects techniques. Il sera capable d'intégrer en fait les données issues de la recherche sur, par exemple, le fait du mélange des cendres, par exemple, de les intégrer dans un process un peu industriel. Là, justement, le process industriel, est-ce que c'est une étape compliquée à passer? Il y a forcément un changement d'échelle entre l'échelle labo et le process industriel. Oui. Alors après, nous, on n'a pas encore cette visibilité, mais voilà, pour avoir connu, on va avoir 3 sur le banc que je connais, il y a forcément une différence entre l'échelle labo et le banc qu'on fait dans les labos et le banc, et l'outil industriel. Voilà. Alain Fontaine. C'était quoi la question? Non, Les difficultés rencontrées. Ouais. Alors, difficultés techniques, du coup. Alors, nous, la difficulté, c'est on est sur un matériau qui est nouveau. Nous, on propose quelque chose de nouveau, personne ne le connaît. Personne d'autre ne le fait ou le fait en cachette, en tout cas. Donc déjà, convaincre que ça marche, ça a été assez compliqué. Et arriver dans la bonne fenêtre temporelle pour dire aux gens, bon, là, vous avez peut-être un peu de temps, essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez. Et on en reparle. Donc ça rejoint un peu ce que disait Aurélien aussi, hein, il y a une histoire de timing un peu dans tout ça. Faut arriver à pousser et en même temps être patient. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est viable industriellement. On a une ligne de production, bon, ça sort du labo, c'est ce qu'on appelle nous notre ligne prototype. On va faire quelques milliers de pièces par an. Donc tout ça, c'était la R&D. C'était aussi la R&D qu'on a posée pour la ligne de demain. On va faire le scale-up, là, si ça se passe bien l'année prochaine. On va changer de machine, donc on va rencontrer des nouveaux problèmes, c'est sûr. On sait qu'il faudra peut-être 2-3 ans pour, comme ils disent, faire le ramp-up et arriver aux capacités. Des difficultés techniques, il y en a dans ces ordres-là aussi. Donc, s'approprier des nouveaux moyens et les rendre opérationnels, former les équipes, préparer peut-être les futurs opérateurs qui vont produire. Donc ça, on ne connaît pas, nous, aujourd'hui. On a une équipe d'ingénieurs et de chercheurs. Donc demain, on aura peut-être une usine, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur le papier, on a écrit l'histoire, on s'est projeté. Maintenant, il faut qu'on y aille. C'est comme quand on sort de l'incubateur. Maintenant, on est dans nos locaux, il faut faire ses achats. On ne peut plus aller toquer à l'ICA pour faire la mesure. Faut faire avec, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Autre chose? Non, c'est à peu près le même commentaire. Une des difficultés techniques, c'est le transfert de technologie vers un manufacturier qui va pouvoir faire une industrialisation à grande échelle. Donc là, typiquement, on en est là en ce moment entre Gala et potentiellement un manufacturier qui pourra commercialiser notre composé tout autour du monde. Mais on a une deuxième difficulté, c'est qu'en plus, il faut qu'on arrive à produire ce produit avec un coût raisonnable. Alors vous me direz, ça c'est la difficulté de toutes les entreprises, sauf que on fait un métier particulier où c'est pas nous qui fixons notre prix de vente à la fin. Et ça, c'est la mauvaise surprise qui attend les groupes pharmaceutiques, c'est que les autorités de régulation peuvent très bien vous dire votre produit, vous voulez le vendre 5 € par jour, mais non, on n'est pas d'accord, on va le vendre 2 € par jour. Donc voilà, donc au-delà du transfert de technologie qui en lui-même est une étape importante, il faut aussi qu'on arrive à produire à un très très bas coût. La problématique de coût, est-ce qu'elle se pose uniquement dans le domaine pharmaceutique ou est-ce que c'est le cas dans toutes vos aventures? Est-ce que le positionnement prix, c'est une question qui a été compliquée à régler? Aurélien? On est toujours trop cher pour les clients et pas assez cher pour les actionnaires. Je voulais juste revenir très rapidement sur la question d'avant. Il faut quand même se souvenir qu'on est dans un incubateur d'une école d'ingénieurs. Donc les problématiques techniques, souvent on est là parce qu'on est plus ou moins capable de les lever. Là où un incubateur d'une école de commerce, surtout des problèmes techniques et pas moins de problèmes de commercialisation. Les problèmes qu'on peut rencontrer, nous, et on le voit un peu pour en avoir discuté entre nous avant, c'est comment est-ce que je vends mon produit, parce qu'on sait le faire, sinon on ne serait pas là, enfin à peu près.
Après, sur les problèmes de coût, je laisse mes collègues répondre. Dans le logiciel, c'est toujours plus simple. Fabien Nazaret. Bon, sur les verrous techniques, nous, ils avaient été levés pendant le postdoc et l'incubation. Après, pendant la thèse, pendant l'entreprise, on a développé certains produits, mais il n'y a plus de gros verrous technologiques. Après, sur le coût, le premier produit qu'on a commercialisé, c'est ce que j'avais développé en thèse et qu'on avait breveté, donc on était tout seul et on a pu mettre des marges bien. Ensuite, on est entré sur des choses plus concurrentielles et là, on est sur les prix du marché. Voilà. Les uns les autres, un complément sur cette... Est-ce que les prothèses, par exemple... Pour ce qui est du prix, nous, c'était le constat de base. Hein. Pourquoi on a fait ce projet-là? C'est parce qu'on voulait trouver comment diminuer les coûts. Aujourd'hui, pour vous dire, une prothèse de sport coûte entre 4 000 et 8 000 euros. Donc pour vous remettre à courir en étant amputé, il faut débourser cette somme-là. Donc nécessairement, dès le début, l'objectif, c'était de trouver comment diminuer ces coûts. Là, le prix public conseillé maintenant est à 1 950 euros pour notre produit, donc on est en dessous des 2 000 euros. Et le gros challenge qu'on avait, parce que produire moins cher, ça se fait, il faut garder la qualité, et ce qui nous tenait à cœur, c'était de produire en France. Donc arriver à trouver un modèle compétitif en France, là où d'autres entreprises vont aller produire en Chine, il va falloir que nous, on arrive à trouver en France et moins cher qu'eux. Donc ça a été un gros travail avec tous nos partenaires pour trouver les procédés, pour trouver les modèles qui conviennent à chacun, pour qu'on s'y retrouve tous et faire quelque chose de pérenne aussi. Parce que réduire les coûts, il ne faut pas que ça vienne en pâtir sur la pérennité et la viabilité du projet à moyen et à plus long terme. Donc ça a été un gros challenge pour nous qu'on a réussi à relever. Et voilà, donc phase de commercialisation maintenant. Aurélien Mazzoni. Oui, alors nous, vu que c'est le premier produit qu'on vend, c'est un produit grand public. En effet, il faut s'aligner sur le prix du marché aussi, même si aujourd'hui la lessive à cendre est connue, mais plutôt vendue, on va dire, pas du tout en grande surface. Ouais. Du coup, c'est des prix qui sont beaucoup plus élevés, vendus sur les marchés de plein vent ou autres. Donc du coup, voilà, nous, on veut s'adresser à un public plus large. Donc forcément, il y a une idée de coût et l'industrialisation nous permet aussi de baisser ça, de baisser les prix. Gardez le micro, j'ai une dernière question à vous poser à tous. Quels seraient vos mots pour les entreprises qui envisageraient de travailler avec les centres de recherche de l'IMT? Qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà qu'il ne faut pas hésiter parce qu'il y a quand même des grands savoir-faire au niveau des laboratoires. Et on va revenir sur la souplesse pour finir, c'est que s'il y a un problème, en fait, les enseignants-chercheurs et personnels techniques des laboratoires sont souvent très à l'écoute pour régler les problèmes et sont là pour aider, pour faire avancer. Voilà, c'est presque un vrai service, enfin voilà, c'est du service public. Voilà. Merci. Hugo Roche. Il y a une chose qui est très importante avec les centres de recherche, et notamment, moi, je le vois qu'à l'école parce que j'ai pas plus de connaissances en dehors de ça, mais il y a une ouverture d'esprit qui est super intéressante. On arrive avec une idée et les personnes, les enseignants et les enseignants-chercheurs vont apporter de nouvelles idées avec les compétences qu'ils ont pu développer ou nous mettre en relation avec des personnes d'autres centres pour avoir des compétences transverses et aller trouver des sujets très intéressants. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir, même pour se faire challenger, je pense, dans un centre de recherche. Alain Fontaine. Je pense que tout a été dit, ou presque. Faut pas hésiter. Donc effectivement, il faut quand même que le projet ait un lien avec une des thématiques de recherche sur l'IMT Minalbi. Alors peut-être un jour ils vont étendre leur domaine. Non, c'est pas la peine d'aller trop loin avant de venir. Faut soumettre l'idée à l'incubateur et ils vous trouveront les bonnes personnes pour commencer. Merci. Non, oui, pas grand-chose de plus. Je reviens sur la souplesse, encore une fois. Je suis très limité à une seule thématique de recherche au sein de l'école, mais encore une fois, nous, on a fortement apprécié la souplesse, quoi. Et, je suis encore une fois un vieux routier de l'industrie pharma, j'ai fait 25 ans avant. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec la plateforme Gala, c'est qu'on casse les barrières, quoi. On essaye d'aller plus loin, de faire des choses de nouvelles, voilà, qu'on ne trouve pas ailleurs. Merci. Fabien Nazaret, un complément? Non. Rien à dire aux entreprises. Non, pas de complément. Je vais redire. Donc, c'est la souplesse du moment où il y a une thématique qui est traitée ici, il ne faut pas hésiter à solliciter.
Aurélien, je vous laisse le mot de la fin. Ouais, alors c'est dommage, je vais finir sur un mot de la fin, sur un point d'amélioration ou un point un peu négatif, mais c'est allez-y à fond, mais n'oubliez pas que c'est des experts techniques, c'est pas des experts de gestion d'entreprise. Voilà. Donc c'est une technique qu'on vient chercher, un accompagnement technique. Voilà, il y a plein de super bonnes idées, après il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit vendable. Merci à tous. Excusez-moi, je rajoute juste un mot parce que en fait, l'incubateur a vachement évolué. Non, mais c'est vrai, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un accompagnement. Enfin, il y a Loïc qui connaît les dispositifs qui aident quand même sur les aspects gestion. Il y a des liens avec d'autres structures qui fait que voilà, il y a des formations possibles sur le montage de business plan. Après, il y en a qui peuvent. Mais voilà, c'est pour dire que ça a changé en 15 ans. Ouais, et c'est intéressant voilà. parce que je ne le savais pas. Donc, du coup, c'est super. Allez-y à fond, du coup. Voilà. Alors, pour les projets incubés et pour les entreprises qui viendraient chercher des partenariats avec les laboratoires de recherche. Et je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir chaleureusement. Merci pour la sincérité de vos partages. Et puis, si vous le souhaitez, je pense que vous êtes encore disponible pour échanger de manière plus informelle. La suite, ça sera un peu plus tard sur les masterclass.